Après 2 années supplémentaires acharnées et une enveloppe d'une centaine de millions de dollars investis, la saison 1 d'Arcane sort sur Netflix en novembre 2021, détruisant tout sur son passage. Le public découvre alors enfin cette série, du moins les 3 premiers épisodes dans un premier temps. Et quelle idée ingénieuse! Ça permet de ne pas trop en dévoiler, se démarquant des autres séries à binge-watcher en une soirée comme du fast-food. Et surtout, ça permet au public, mais surtout aux fans, de parler entre eux sur les réseaux sociaux, monter des théories pour les épisodes à venir, dessiner des fanarts, faire des cosplays, bref, monter tout un engouement autour de l'œuvre, attirant de plus en plus de monde grâce au bouche à oreille. Sachant, je le rappelle, qu'il n'est absolument pas nécessaire de jouer au jeu pour regarder la série. C'est très malin de la part des auteurs et des diffuseurs. Selon moi, c'est l'une des bonnes méthodes pour faire naître un phénomène. La série sort donc dans sa globalité, atteignant très vite la première place sur Netflix, explosant tous les records. Ce qui est absolument majeur pour le monde de l'animation. En particulier l'animation française qui peut de nouveau briller aux yeux du monde. C'est important d'être fier de nos talents français. Je sais que certains d'entre eux suivent ce que je fais. Je vous embrasse fort, continuez de nous faire rêver. L'accueil critique et public est quasi unanime lors de la sortie de la série. En plus d'occuper la première place du catalogue Netflix durant un certain temps, les retours sont plus qu'élogieux et les notes très positives ne tardent pas à se faire connaître. On parle d'un score hallucinant de 100% côté critique et 97% côté public sur le site Rotten Tomatoes, classant la série comme l'une des plus positivement notées de l'histoire. Pareil côté métacritique, un score de 86 sur 100 qualifié d'acclamation universelle. Et c'est amplement mérité. Mais bref, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous donner ma review critique comme je l'ai fait il y a 3 ans avec ma vidéo sur la saison 1. On va plutôt se concentrer sur les différentes raisons qui ont fait le succès de cette série, tant sur le point artistique que scénaristique, en passant par la distribution, la musique, les messages sociopolitiques et l'impact qu'elle a eu dans le monde de l'animation. Je préfère prévenir d'avance, même si je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, c'est-à-dire raconter ce qu'il se passe dans chaque épisode ou chaque chapitre, ni même développer le lore et les théories autour des personnages. Je vais tout de même devoir spoiler à de nombreuses reprises en utilisant des visuels, des situations ou des scènes en particulier. Bien, maintenant que vous êtes prévenus, de quoi parle Arcane ? La série se passe dans le monde de Runeterra, l'univers fictif de Riot Games dans lequel prend place le jeu League of Legends. L'intrigue se déroule plus précisément dans les cités de Piltover et Zone. Piltover étant la partie supérieure et développée, à la pointe du progrès, où vivent citoyens plus ou moins favorisés, à l'air pur et aux infrastructures modernes. Quant à Zone, la ville souterraine, elle tire sa réputation dans son atmosphère toxique, sa pauvreté et son insécurité. Le scénario suit principalement Vi et Powder, deux sœurs ayant grandi dans les bas-fonds de Zone et dont leur destin difficile mènera à leur séparation. On suit également le duo Jess et Victor, deux scientifiques de Piltover, ayant trouvé un moyen de contrôler l'Hextech, une sorte de magie retransformée présent dans cet univers, leur permettant de grandes avancées technologiques. De nombreux autres protagonistes sont à l'honneur comme Caitlyn, fille de conseillère et membre de la police appelée les Pacifieurs. On a également Heimerdinger, le professeur de l'académie de Piltover, Echo, un des amis de Vi et Powder, Mel, une riche membre du conseil, Vander, le leader officieux de la communauté de Zone et le père adoptif de nos deux héroïnes, et enfin Silco, un visionnaire souhaitant créer la nation de Zone et son indépendance. Ces nombreux protagonistes sont mis en scène dans cet immense échiquier, mêlant intrigues sociopolitiques, conflits ouverts, course à la technologie, lutte des classes, vengeance, course au pouvoir et liens familiaux. On a donc affaire à un sacré morceau résumé ainsi. Mais cette saison 1, c'est très précisément comment nous guider sans que nous ayons à faire des recherches en amont. Pour résumer dans sa globalité cette saison 1 d'Arcane, commençons par ce que l'on voit avec nos yeux. Cet endroit de Runeterra a un univers très axé sur le steampunk victorien, tel qu'on peut le retrouver dans les jeux vidéo à succès BioShock ou Dishonored. Un style d'époque nous montrant à la fois de grandes et belles choses, mais aussi le miroir des plus sombres facettes de notre humanité. Et on est plongé dès le début de la série dans un univers sombre et adulte qui ne manquera pas d'occasion de nous rappeler la cruelle réalité de ce monde. Le tout premier plan est d'une intensité prodigieuse, alliant dureté de l'image au ton rouge sang et la douceur de la mélodie chantée par la petite Powder, tenant la main de sa grande sœur impuissante.
Oui, il fallait que je vous partage au moins cette scène, histoire d'avoir un aperçu du monde dans lequel vivent nos protagonistes. Pour ce qui est de l'aspect technique, on peut noter une montée en puissance dans les épisodes. Étant produit dans l'ordre de diffusion, on a naturellement une amélioration dans l'aspect visuel, que ce soit dans les cadrages, les effets spéciaux, la mise en scène ou tout simplement les prises de risque graphiques. Sinon, pour ce qui est du générique de la série, il est clairement réussi. Et c'est rare que je laisse tourner à chaque fois le générique quand je regarde une série ou un animé. On note d'ailleurs la chanson Enemy du groupe Imagine Dragon, dont le clip officiel est sorti la même année, utilisant les images de la série. Un joli retour aux sources avec ce groupe, ça fait plaisir. L'entièreté de l'animation d'Arcane est réalisée à la main, c'est-à-dire que la production ne s'est pas aidée de certaines techniques bien pratiques comme le motion capture, très souvent utilisé aujourd'hui pour faciliter le travail d'animation. La charge de travail était donc monstrueuse et peu de frames d'animation étaient réalisés à la journée. On parle d'environ 0,7 secondes d'animation par jour et par animateur pour des épisodes de 45 minutes, je le rappelle. Là où une prod classique venant d'un gros studio tourne entre 3 et 10 secondes selon la qualité que tu veux investir. Une fois qu'on a fait notre ref, nous on passe en 3D. Nous on a un rig, c'est un squelette dans la sculpture du personnage et c'est assez précis à tel point qu'en fait donc on a quelque chose comme 300 contrôleurs dans le rig. Avant de passer au scénario, je voulais m'attarder sur la distribution de la série. Alors, je l'ai regardée en français et j'ai bien fait parce qu'elle explose la version originale. Bon, bien évidemment, pas pour l'intention initiale donnée par les acteurs et certains personnages qui ont une voix ou un accent plus intéressant dans sa version originale, mais sinon la VF est d'une qualité impeccable, vraiment. C'est pour ça que je suis venu. Parce que je crois que vous êtes sur la bonne voie. Je veux vous aider à compléter vos recherches. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que les voix françaises avaient été enregistrées avant les voix américaines. On note la présence de Alice Torrent interprétant le personnage de Vi, Adeline Chetail pour Jinx, qu'on ne présente plus. Il croit que je suis faible, mais je suis pas faible. Et tout un tas de comédiens de doublage de talent dont les voix me font parfois frissonner tellement c'est immersif. J'étais en colère, tout comme toi. Je nous ai fait traverser ce pont, croyant que les choses allaient changer. Le scénario d'Arcane se concentre sur peu de champions au final. Je sais que mon résumé pouvait sembler fourre-tout, mais en réalité, Riot a décidé de mettre à l'honneur qu'une petite partie de ces champions, afin de ne pas provoquer un trop-plein auprès des spectateurs non initiés. L'histoire de la saison 1 se centre plus sur la relation entre Vi et Powder, ce qui n'enlève rien au fait que les personnages secondaires sont tous excellents et bien écrits, en fonction de là où ils ont évolué, du protagoniste Silco des bas-fonds de zone, à la politicienne Mel de la glorieuse de Piltover, en passant par Victor, l'assistant scientifique de l'université, aux origines défavorisées. Dans ce récit, il n'y a pas de méchant à proprement parler. La vision des choses n'est pas binaire ou manichéenne. C'est l'une des cases essentielles à cocher pour garantir la bonne qualité d'un scénario à mon sens. Pour le développement des personnages, le traitement qu'a eu la série sur les deux sœurs est hyper fort. Chaque chapitre de 3 épisodes est une escalade dans leurs relations qui s'empirent, dépassant à chaque fois la limite du non-retour, comme à la fin de l'épisode 3 lorsqu'elles sont encore jeunes, ou encore à la toute fin de cette saison quand des personnages importants en viennent à mourir à cause de cette guerre fratricide. Mais encore une fois, je ne vais pas vous parler précisément de ce qu'il se passe dans la série, c'est pas le propos. On va leur montrer à tous, tu verras. Je peux tout de même résumer en quoi cette première saison est une réussite dans le cœur des fans, des nouveaux arrivants dans l'univers de League of Legends, ou tout simplement des non-initiés. Tout d'abord, l'histoire accessible. Bien qu'elle soit ancrée dans l'univers de League of Legends, la série propose une intrigue autonome, riche en émotions, permettant aux non-initiés de plonger sans difficulté dans l'univers de Piltover et Zone. Quant aux joueurs, ils ont pu être servis grâce à la multitude de références visuelles ou sonores présentes dans la série, en plus de retrouver les champions auxquels ils jouent. La série offre une exploration profonde des protagonistes, avec des arcs émotionnels puissants, le tout avec un style visuel innovant, mêlant modélisation 3D et inspiration picturale, ne volant jamais pour autant la vedette au storytelling.
Après, certes, l'histoire est accessible, mais non pas dénuée de thèmes complexes et profonds. Arcane met en scène avec brio la notion de lutte des classes et des inégalités sociales. Elle met en lumière le conflit entre Piltover, la ville riche et prospère, et Zaun, sa sœur souterraine, opprimée et négligée, illustrant les conséquences de l'injustice et de l'exploitation des ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines. Cette lutte se traduit parfaitement avec le conflit entre Silco, désirant l'indépendance de Zaun, quitte à voir le monde brûler et sacrifier son entourage, et Vander, souhaitant l'ordre, la sécurité et la protection de ce qui est cher pour lui, en devant pactiser secrètement avec les pacifieurs de la Cité Haute. Deux visions diamétralement opposées, permettant un avenir meilleur pour les habitants de la cité. Cette saison 1 d'Arcane offre une dimension politique très intéressante, mêlant différents aspects que l'on retrouve dans nos conflits bien réels. Je rappelle que Fortige Prod est un studio français. Nul doute qu'ils ont dû faire passer 2-3 références concernant l'actualité de l'époque, comme la crise des Gilets jaunes pour ne citer qu'elle. L'esprit révolutionnaire que dégage cette saison n'est pas sans rappeler l'histoire de France, et je suis sûr qu'il existe un lien sociopolitique entre la série et notre quotidien de français. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellente vidéo de Quanknar, les chroniques de l'animation Arcane. Le lien est dans la description, croyez-moi, ça vaut le détour. La série inclut également le concept de traumatisme. Du tout premier plan de la saison au tout dernier, les personnages de la série incarnent les blessures émotionnelles provoquées par la trahison, l'abandon et les choix difficiles, tout en explorant la fragilité des liens familiaux et amicaux lorsque l'on grandit dans un environnement où la survie est à prioriser. Et lorsque l'on évoque la notion de traumatisme, on parle alors de toutes ces formes existantes. Les conséquences du pouvoir, de la richesse et de l'ambition, surtout évoquées à Piltover, mais aussi les dérives morales, le deuil, la dépression, la perte d'identité, la folie, la dépendance, l'abandon volontaire ou involontaire, mais aussi les traumatismes physiques. Imagines-tu seulement ce que ça fait quand ton sang se mêle à la souillure et que les toxines du fleuve te ravagent les nerfs? Avant de passer à la conclusion de cette première saison, je me suis dit qu'il était de bon ton de vous partager mes 3 scènes préférées. Et clairement, je ne pense pas être le seul à les avoir dans mon top 3, tellement elles ont été incroyables. En 3ème place, une scène d'action nerveuse et superbement chorégraphiée, opposant Vi et Jace aux sbires modifiés de Silco. La scène se déroule dans une usine de production de Shimmer, la substance addictive et dangereuse utilisée par Silco pour asseoir son pouvoir à Zaun. L'action est puissante, laissant exprimer la rage de nos 2 protagonistes, en particulier celle de Jace, provoquant un accident, mettant en lumière les conséquences tragiques de leurs actions et la complexité morale de leur mission. En 2ème position, le duel sur le pont, opposant Jinx et Echo, en plein conflit ouvert entre les forces armées de Piltover et la criminelle la plus recherchée des 2 cités. Cette scène, sous forme de clip avec la chanson Dynasties and Dystopia, est un exemple d'animation pour les studios concurrents. C'est court, efficace, stylé et encore une fois inattendu. Vraiment, ces petits moments à part, c'est ce qui fait toute la force de cette série, déjà bien assez solide. En une scène, on a toute la relation entre Jinx et Echo. L'exemple parfait du show Dentelle. On voit les capacités de Echo, la perte de sa meilleure amie, mais aussi de leur enfance. C'est à la fois intense mais aussi d'une grande beauté, résidant dans sa violence injuste, entre 2 êtres qui n'auraient jamais dû en arriver là. Et enfin, la première scène, l'une des plus belles de la série, vraiment. Elle est selon moi l'une des icônes d'Arcane, sa couleur et son image.
La scène accompagnée du morceau Guns for Hire de Woodkid offre un moment poignant et introspectif qui met en lumière la solitude, les blessures émotionnelles et les trajectoires divergentes des personnages. Cette scène est un point culminant dans les désirs et les recherches de nos protagonistes, offrant un peu d'espoir aux spectateurs de les voir réunis à nouveau. L'utilisation de la fusée éclairante offerte par Vi quand Jinx était jeune est un message fort car elle libère enfin pleinement ce qu'elle désire au plus profond d'elle. Une rancœur tellement immense, représentée par cette fumée bleue envahissant le ciel pour que tout zone puisse la contempler. Les pièces de ce grand échiquier sont au bord de la confrontation. Cette chanson Guns for Hire sert également de métaphore à l'état d'esprit de nos personnages, chacun étant un mercenaire émotionnel ou moral dans sa propre lutte. C'est vraiment ce genre de scène que j'aime le plus dans un film ou une série. Et sinon, j'aurais pu aisément mettre en première position la fameuse scène ayant retourné tout le monde à la fin de l'épisode 3, mettant un trait à l'enfance de nos héroïnes, leur innocence et leurs rêves. Mais dans la vie, faut faire des choix. Et n'hésitez pas à partager vos scènes préférées dans l'espace commentaire. Sachant qu'aucune n'est supérieure à une autre, tout dépend de la sensibilité de chacun. Et puis, chaque scène de Arcane est incroyable, on va pas se mentir. Dans tous les cas, que dire de cette première saison d'Arcane? Cette œuvre n'est pas juste belle, elle est d'une finesse au niveau de sa plume, de son découpage et des détails cachés dans chaque plan. Les performances des acteurs et comédiens de doublage sont exécutées à la perfection, c'est-à-dire qu'ils réussissent à complètement s'effacer au profit de leur personnage. Quand un protagoniste parle, ce n'est pas le comédien qu'on entend, c'est le personnage. Et c'est tout ce que l'on souhaite pour être immergé au plus profond de l'œuvre. Ces personnages à la fois si simples à appréhender, mais révélant d'une complexité exigée en fonction de leur contexte de vie et des aventures qu'ils traversent. Arcane assume sa simplicité et ses archétypes sans pour autant nous prendre par la main. L'œuvre nous offre son récit et ses images, posant les informations dont nous avons besoin, et c'est à nous de recoller les morceaux une fois l'épisode terminé. Ces morceaux nous permettant de comprendre telles actions en fonction de tel contexte. Et une fois ces réflexions achevées, notre visionnage en prend un tout autre niveau, faisant passer Arcane d'une très bonne série à une œuvre quasi parfaite. En résumé, une série à la qualité narrative exceptionnelle, la rendant accessible à tous. Une révolution visuelle et technique, une bande son remarquable, sublimée par quelques moments suspendus par des artistes musicaux reconnus, une production ambitieuse et surtout audacieuse, offrant au final un joli impact culturel et un phénomène de pop culture plus que bienvenu. Arcane marque un tournant dans le domaine des adaptations de jeux vidéo, mais plus globalement dans la façon de raconter une histoire et de la mettre en image par ce médium que j'aime tant, l'animation. Bien, maintenant que j'ai dégueulé tout mon amour pour cette première saison, on peut passer à la deuxième. Ma sœur est morte. Il faut que ça s'arrête. La saison 2 est sortie tout récemment ce mois de novembre, après 3 années d'attente insupportable pour les fans. Faut dire aussi que ces enflures nous ont laissé avec un cliffhanger terrible. Mais ça y est, maintenant que la saison 2 et donc l'entièreté de la série est terminée, je suis tout excité de vous partager en quoi cette saison 2 n'a pas à rougir face à la première. Mais avant cela, faisons un petit tour au niveau de sa production. Le 21 novembre 2021, peu après la diffusion des derniers épisodes de la première saison, Riot Games et Netflix annonce la production d'une deuxième saison pour la série, précisant que la sortie n'est pas prévue avant l'année 2023. Après l'immense succès de la saison 1, qui a nécessité pas moins de 6 années de travail cumulé, les créateurs ont maintenu leurs exigences artistiques pour la suite. La production a officiellement débuté en 2021, aboutissant à une sortie pour novembre 2024, soit 2 fois moins de temps pour pondre cette saison 2. Faut dire que ce qui a été le plus long dans la production de la saison 1, c'est toute la construction de l'histoire globale, sans oublier les personnages et les assets à créer, les décors à poser, les textures et les couleurs à trouver, etc. etc. La saison 2 a joui de cette base déjà bien solide, sachant que le scénario était déjà planifié à l'avance. Pas comme certaines séries, tentant comme elles peuvent de rattacher les wagons d'une histoire aux enjeux trop complexes ou brouillons, amenant forcément à une conclusion décevante à base de non-dits ou d'incohérences.
Outre la production de la saison 2, sort en parallèle un documentaire en 5 épisodes retraçant le travail de création et de réalisation de la série à travers la collaboration entre Riot Games et Fortige Productions. De son nom, Arcane Combler le fossé, produit par Netflix et sorti sur YouTube en août 2022. We paint. Les mois passent, Netflix annonce en novembre 2023 la sortie de la saison 2 l'année suivante et confirme par la même occasion qu'il s'agira de la dernière. Ça y est, on a enfin des nouvelles concrètes, ça fait plaisir. Le tout premier teaser sort alors début juin à l'occasion du festival d'animation d'Annecy. Pour la petite anecdote, j'avais réussi à choper 2-3 conférences dont celle du robot sauvage, mais vraiment les deux événements liés à Arcane et Fortige, si t'avais pas la connexion de la NASA au moment de la mise en ligne des réservations, c'était mort pour avoir une place. Et je me souviens avoir vu une foule de gens attendre dans la rue sur 500 mètres de la nuit jusqu'au lendemain matin, juste pour espérer rentrer dans la salle sans réservation. Quand je vous dis que la série est un phénomène, je vous mens pas, hein. Petit fait marquant dans la production de la série, un piratage des serveurs de Netflix en août 2024 voit plusieurs épisodes de la saison fuiter avant leur sortie officielle dans une version provisoire utilisée en interne. Je me souviens que le leak avait pas mal fait de bruit, mais heureusement, aucune image ne m'est parvenue. Et je crois bien d'ailleurs que très peu de monde l'ont vu, en tout cas en France. Je sais pas si c'est par respect pour l'œuvre ou si l'événement a été vite endigué. Quoi qu'il en soit, la série est quasiment prête à être diffusée. On atteste la sortie de la bande-annonce officielle de la saison 2, sortie en début septembre. Il faut que ça s'arrête. On reconnaît bien là la patte iconique de Fortige Productions. Mais cette fois-ci avec une amélioration dans les traits, les effets spéciaux, la vibrance des couleurs, le compositing, mais comment c'est possible? Bref, les semaines s'écoulent et la saison 2 tant attendue diffuse alors ses 3 premiers épisodes comme ils l'ont fait 3 ans plus tôt, puis les 3 suivants et les 3 derniers. Les notes tombent sans plus tarder, accordant une note de 100% côté critique et 94% côté public sur Rotten Tomatoes et un score de 90 sur 100 sur Metacritic. En clair, une moyenne globale allant de 8.5 à 9.6 selon les épisodes. Aujourd'hui, la série est terminée, laissant un vide énorme dans le cœur des fans, mais prouvant une fois de plus son statut de meilleure série d'animation de l'histoire. Mais alors, que raconte notre saison 2 ? L'épisode 1 commence quelques secondes après les événements de la dernière scène de la saison 1, histoire d'enfin nous servir sur un plateau d'argent ce qu'on attendait impatiemment depuis 3 ans. Jinx détruit alors le bâtiment du conseil de Piltover avec son arme iconique chargée d'énergie Hextech. Cette action intensifie le conflit entre Piltover et Zone, tout en fragilisant davantage la relation entre Vi et Jinx, qui avait pourtant connu plusieurs moments d'espoir dans la saison précédente. Jinx s'isole du monde, une prime au-dessus de la tête, mais fait la rencontre d'une enfant muette s'avérant être la clé du bonheur pour notre fugitive aux cheveux bleus. Caitlyn, voulant venger la mort de sa mère, part en guerre contre les derniers partisans de Silco, accompagnée de Vi, devenue ce qu'elle a toujours combattu, une pacifieur. Du côté de la haute sphère, Mel cherche à contrôler la situation par le dialogue, mais sa mère, Ambessa, prend de plus en plus le contrôle des événements, tirant les ficelles dans l'ombre. Une loi martiale n'est pas loin d'être adoptée. En bas, une révolution se prépare, une révolution de couleur bleue. Jace, quant à lui, sauve son ami Victor d'une mort certaine en le fusionnant avec l'Excore, une création magique pouvant changer la destinée de Runeterra. Et enfin, un personnage s'apprête à refaire surface, mais sous la forme d'une bête assoiffée de sang, dont les actions bouleverseront le destin des deux sœurs. Bon, je ne vais pas résumer l'entièreté de la saison, ce n'est encore une fois pas le propos de la vidéo. Là, je me suis centré sur le premier acte et j'ai essayé de poser les mots qui me semblaient nécessaires pour bien rentrer dans le bain. Je ne sais pas par où commencer, tellement il y a à dire sur cette incroyable saison. Déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, comment c'est possible d'avoir un produit encore plus beau que le précédent ? Le style visuel, déjà impressionnant, a été perfectionné avec des textures plus riches et des scènes d'action plus dynamiques. Chaque décor, chaque cadre est encore plus détaillé, intégrant subtilement des indices sur l'histoire et toujours plus de références au lore de League of Legends.
La production de la saison 1 se déroulait dans l'ordre de diffusion. On ressentait alors l'évolution visuelle dans les plans au fur et à mesure des épisodes. Pour cette saison 2, on a atteint une certaine apogée. J'imagine que l'emploi de nouveaux softs 3D, de logiciels optimisés et un workflow efficace entraîné par 6 ans de production de la saison 1 n'a fait qu'améliorer le rendu de la série. Juste regardez l'amélioration dans les chara-design de certains personnages, voire de tous en fait. Non mais stop, stop. Oh mon dieu, je vais m'évanouir. Et pour ce qui est du générique, on retrouve la même chanson Enemy de Imagine Dragon, mais les images sont plus révélatrices sur les événements à venir, donnant de nombreux indices que l'on comprend au fur et à mesure des épisodes. Le rythme s'accélère. Là où la saison 1 pouvait sembler une grande introduction à quelque chose d'encore plus grand, la saison 2 au contraire passe en mode nitro pour espérer conclure ce qui a été proposé, tout en apportant de nouveaux enjeux, plein de nouveaux enjeux. La saison 2 approfondit les relations entre Piltover et Zone tout en introduisant de nouvelles factions comme la Rose Noire et en explorant davantage les dynamiques politiques. Les arcs narratifs de Vi, Jinx, Caitlyn, Echo et Jace gagnent en profondeur avec une attention particulière aux dilemmes moraux et aux conséquences de leurs actions tout en donnant plus de place aux personnages secondaires tels que le scientifique Singed, la bête Warwick et la fillette Isha que l'on gardera jamais dans nos cœurs. La série explore des thèmes plus matures, plus graves, avec une intensité émotionnelle accrue, notamment autour de la culpabilité, du sacrifice et des conséquences de la violence. La série arrive à enchaîner des moments spectaculaires, fascinants et émouvants, accentués par de nombreux clips musicaux extrêmement aboutis visuellement. Ils sont un excellent moyen de narration pour souligner l'état émotionnel d'un ou plusieurs personnages, ou servent tout simplement d'ellipse temporelle pour accélérer le scénario. On prend pleinement conscience de l'importance de ces clips dans mon épisode préféré, le 7, avec notamment la chanson Ma meilleure ennemie de Stromae et Pomme. Une séquence à la beauté absolue, animée en 4 images secondes afin d'appuyer ce moment figé dans le temps. Cet épisode réunit tout ce que la série réussit à nous transmettre en termes d'émotion et d'amour pour l'animation. Un épisode qui respire, qui permet l'exploration des caractères, des sentiments des personnages et des destins personnels, précédant le grand final devant résoudre tous les conflits de la série en seulement 2 épisodes. La trop grande générosité de la série est à double tranchant car les intentions débordent et peuvent brusquer le spectateur. Or, ce 7e épisode constitue la bulle de confort que nous avions besoin, tout en réussissant à devenir l'un des plus traumatisants par sa douceur amère. Est-ce qu'on pourrait faire comme si c'était la première fois ? Est-ce qu'on a le droit au moins une fois au bonheur ou c'est trop demandé? Mais outre ce clip ayant fait l'unanimité, car très bien présent et justifié à ce moment-là de l'histoire, il est vrai que beaucoup de critiques ont été faites concernant cette potentielle surabondance de procédés musicales, surtout quand il s'agit de reprises pop-rock ou métal déjà existantes. Cette utilisation trop prononcée peut vite faire clip démo qui en fait un peu trop, à la manière de Love, Death, Robots, la série Netflix, souffrant parfois de profondeur d'écriture au profit de l'aspect visuel et sonore. Les moments musicaux restent tout de même les plus aboutis de la série en termes de visuel et de mise en scène, mais je peux tout à fait comprendre le sentiment de sortir quelques secondes de l'histoire à cause de ça. La saison 1 n'a selon moi souffert à aucun moment de ce sentiment. Et tant qu'on est sur les défauts qui ont été relevés, tiens, on note la multiplication des antagonistes, la trop grande montée en puissance des enjeux, et le remplacement progressif du social et du politique par de la magie du divin. Tous ces phénomènes se produisent surtout dans l'acte 2 et 3 de la saison 2. Toute la dimension des conflits de classe et du mode de vie entre Piltover et Zone passe au second plan pour nous emmener dans un conflit militaire à grande échelle, puis vers le mystique et le philosophique, très centré autour de Jace et Victor. Le scientifique au corps transformé par la magie se détache du commun des mortels, mais se retrouve heureusement ramené à la réalité par des dialogues terriblement puissants entre Jace et lui. Il n'y a aucune récompense à la perfection, seulement la fin d'une quête, dans toutes les réalités.
D'ailleurs, toute la relation entre Jace et Victor a été un phénomène en soi durant la série, au même titre que Jinx et Vi dans l'histoire. Tout un lore à base de théories s'est rapidement forgé autour de ces deux personnages importants au fur et à mesure que les épisodes sortaient. L'arc narratif entre Mel, Ambessa et la Rose Noire est importante car elle apporte l'élément conflictuel central de la saison. Mais tout le passage sur Mel, bien que plus intéressante depuis qu'elle acquiert ses pouvoirs de mage, laisse une impression de présentation de personnages pour le jeu vidéo plutôt qu'un réel développement crédible pour la série. Le monde est un endroit périlleux pour une mage solitaire. Petite sœur. Cette saison 2 d'Arcane n'a pas lésigné sur les sacrifices et les morts véritables. Un peu à la manière de Game of Thrones, il ne faut pas trop s'attacher aux personnages, même les plus importants. La mort, souvent brutale et soudaine, est un sujet très assumé par la série. Bien que certaines morts soient soupçonnées d'être plus qualifiées de disparues, comme Jinx, dont le trait de caractère le plus défini est l'imprévisibilité. On a donc une fin parfaite pour elle à travers le tout dernier plan de la série, celui du dirigeable se tournant vers l'horizon, rappelant le rêve de Powder dans le tout premier épisode. Un jour, j'embarquerai dans un de ces énormes trucs. Un arc narratif parfait, avec une fin ouverte douce amère pour Vi et Jinx, qui n'auront jamais connu la joie de vieillir ensemble, que ça soit dans cet univers ou dans l'autre. Vraiment les gars, faut arrêter de jouer avec nos sentiments comme ça. Maybe death is like falling asleep. Avant de conclure, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la saison 1, je me permets de vous partager mes 3 scènes préférées. Même s'il y en a des dizaines d'autres, j'ai fait ce choix difficile. En numéro 3, la scène de fin de l'épisode 8, où Victor atteint enfin sa glorieuse évolution sous la musique de 21 Pilots, The Line. Tout est à la fois magnifique et morbide. Les morts se relèvent pour suivre leur maître, les souvenirs de Vander s'effacent à tout jamais pour ne laisser qu'une coquille vide, et Victor voit son corps se transformer totalement dans un enchaînement de plans à l'animation remarquable. En numéro 2, la scène de fin de l'épisode 5, réunissant enfin Vander et ses 2 filles Vi et Jinx, accompagnées de la petite Isha. Viens, qu'est-ce que t'attends? C'est ton père à toi aussi. Sous la chanson What Have They Done to Us, bourrée de sens fort, cette scène est un bijou de beauté, nous laissant transparaître les sujets du plan que par la faible lueur d'une flamme ou d'une émanation. On a enfin, après toutes ces années de souffrance, un moment de bonheur pur et intime et un amour solide malgré les blessures du passé. Une lueur d'espoir avant la tempête qui se préparait. Et ma scène préférée n'est autre que l'affrontement entre Vi et Caitlyn contre Jinx et Sevika dans l'épisode 3, sous la chanson de Woodkid, To Ashes and Blood. Tout est parfait. La chorégraphie, la musique, les effets visuels 2D, les angles de caméra, la rage de nos personnages, l'impact des coups, la salive, la sueur, le sang. Une vraie scène d'affrontement jouissive, relevant plus de l'ambiance League of Legends que Arcane en lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En parallèle à ça, l'enclenchement de l'Arcane par Jace, Echo et Heimerdinger, poussant l'animation à des niveaux stratosphériques. Je comprends totalement les 250 millions de dollars investis. Cette scène, c'est du caviar pour les yeux et les oreilles. En résumé, si j'ai personnellement préféré cette saison 2, c'est avant tout pour l'amélioration significative de ses visuels, de son animation et de sa mise en scène plus énergique d'un côté et plus déchirante de l'autre. L'avantage d'avoir vu la série en français m'a permis de me concentrer sur les détails, les gestuels et autres moments d'animation intimistes ou au contraire spectaculaires. Et ayant bossé dans l'animation, je sais à quel point il est difficile d'atteindre un tel niveau de rendu et de précision. J'ai ressenti énormément d'émotions durant la saison 1, m'ayant fait lâcher ma petite larme à la toute fin. Mais dans cette saison 2, j'ai été ému aux larmes à plusieurs reprises, soit parce que la scène était triste ou poignante, soit parce qu'elle était tout simplement magnifique à regarder. I told your
On rappelle l'utilisation du show don't tell dans la saison 1, et bah là on a été clairement servi. Je comprends tout à fait les spectateurs ayant préféré la saison 1. Plus calme, plus intime aux personnages principaux, ne partant pas trop dans tous les sens, et se concentrant sur des thèmes sociétaux et humains. C'est vrai que la saison 2 touche des thèmes au-delà de notre simple perception. On explore l'espace-temps, les boucles temporelles, le divin, la fatalité, l'évolution, et plein d'autres thèmes pouvant bousculer le spectateur. Pour ma part, cette saison m'a bouleversé au plus profond de mon être, et m'a laissé un sacré vide depuis plusieurs jours. Bouleversé par le traitement de ses personnages, par la musique, les chansons, par la beauté visuelle et magistrale de certains plans, et par l'écriture donnant une leçon affirmée au reste du monde cinématographique. La barre a été placée tellement haute que j'ai peur pour les prochaines créations du studio Fortiche, même si je leur fais entièrement confiance là-dessus. Vraiment, merci à eux. Est-ce que vous croyez au destin? En cette idée qu'un chemin a été tracé pour nous, qu'il y a quelque part une main invisible qui nous guide? Mais maintenant que j'ai traité à ma manière les raisons pour lesquelles j'ai tant aimé Arcane, la propulsant à la première place de mes séries préférées, j'aimerais en quelque sorte conclure ma vidéo sur un dernier chapitre. Arcane est une excellente série, un diamant brut d'animation, une perle rare de narration. Mais Arcane n'est pas que ça. L'œuvre ne se limite pas qu'à de belles images à travers nos écrans. Arcane, c'est un véritable phénomène. Les directeurs du projet chez Fortiche savaient d'avance que la série allait marcher. Il suffisait de voir les chiffres colossaux engendrés par les clips qu'ils ont animés pour Riot Games. L'animation de Fortiche était déjà encensée dans le monde dès 2013 et tous attendaient avec impatience la sortie de la saison 1, puis d'autant plus la saison 2. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement. Maintenant que le chapitre Piltover et Zone est terminé, on a la confirmation de Christian Linke que 3 séries d'animation, toujours sur l'univers de League of Legends, étaient en préparation. Elles prendront place dans les régions de Noxus, Lonia et Demacia. Sachant que d'après les fans, Piltover et Zone ne constituaient pas la zone la plus intéressante du lore du jeu. Vous pouvez me confirmer ça dans l'espace commentaire, mais ça annonce que du bon pour la suite. Arcane est le phénomène qu'il pense être. La série est une entité réunissant des millions de personnes à travers le monde, allant des simples spectateurs aux artistes passionnés, en passant par les joueurs, les amateurs d'animation et les curieux. Arcane a réussi l'exploit de s'adresser à tout le monde. La série apporte une attention toute particulière à certaines communautés de notre société. Les personnes racisées, les membres de la communauté LGBTQIA+, mais aussi les personnes en situation de handicap. Aucun n'est laissé sur la touche. Arcane est un exemple à suivre dans la manière dont la série arrive à amener le sujet du progressisme. Le phénomène Arcane a bouleversé la pop culture actuelle, apportant son lot d'artistes, dessinateurs, cosplayers, monteurs vidéo, musiciens, chanteurs, théoriciens et vidéastes. Le projet Arcane a créé un tel engouement au fil des années que les fans n'ont cessé d'exprimer leur amour à travers de nombreuses créations, même durant le battement de 3 années entre les 2 saisons. Arcane n'a jamais cessé de quitter notre esprit. D'ailleurs, dans mes vidéos, dès que j'avais l'occasion de glisser ce nom pour contextualiser mon propos, je ne me retenais pas. L'œuvre se détache profondément des autres phénomènes d'animation, comme Hazbin Hotel ou encore The Amazing Digital Circus que j'ai présenté il y a quelques mois. Pourquoi donc, me diriez-vous? Tout simplement parce que le monde entier est cette fois-ci concerné. Il suffit de se balader sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que le phénomène n'est pas qu'américain pour une fois. Il est bien évidemment français, Fortiche oblige, mais il est aussi espagnol, anglais, brésilien et j'en passe. On ne voit plus que ça sur internet. Des fanarts tous plus magnifiques les uns que les autres, des cosplays professionnels, utilisés dans le cadre intime mais aussi pour de gros événements, des arts architecturaux, des reprises de chansons et des édits de montage me rendant malade tellement je suis jaloux du talent des gens, mon Dieu. Mais aussi son lot de vidéastes passionnés comme Alex Lockhart, que je vous invite vraiment à faire exploser sa chaîne tellement son travail est de qualité. Il m'a permis de comprendre de nombreuses choses sur la série et sa manière de raconter est vraiment cool. Mais aussi Bubule, je crois bien le connaisseur le plus expérimenté de l'univers de League of Legends. Un véritable puits de connaissances. Leurs chaînes sont en description.
Énormément d'éléments ont aidé à la popularité de la série. Comme je l'ai dit, son rythme de parution, permettant un bouche à oreille efficace et donc de nouveaux adhérents, une histoire suffisamment bien écrite avec plusieurs couches de lecture pour permettre aux fans de comprendre au fur et à mesure les détails et donc de monter des théories pour la suite, de très bons albums de musique dont certains clips ont cartonné dans le monde, comme Enemy de Imagine Dragon ou encore plus récemment Ma meilleure ennemie de Stromae et Pomme, battant tous les records du morceau francophone le plus streamé en 24 heures sur Spotify avec pas moins de 6 millions d'écoutes, classant le morceau à la 8e place du top mondial. Les autres musiques ne sont pas en reste, avec certaines cumulant plusieurs millions sur la chaîne de Riot Games Music. Vraiment, rien que les sons d'Arcane constituent un phénomène en soi et pourraient faire l'objet d'une grosse vidéo à elle seule. Et vous voyez ce vide que je ressens depuis quelques jours, m'ayant parfois empêché d'écrire quelques paragraphes de cette vidéo tellement j'étais ému. Ce vide que j'essaie de combler en revoyant des extraits, en écoutant en boucle l'album ou en likant les nombreux fanarts sur les réseaux. Et bah ce vide-là, on est des millions à l'avoir ressenti je pense. Dans tous les pays, dans toutes les langues, quasi tout le monde a partagé son ressenti et son sentiment de vide, de tristesse, d'amertume et de déprime à la fin de cette œuvre. Franchement, trouvez-moi une seule série qui a procuré autant d'émoi depuis la fin de Game of Thrones ou Breaking Bad. Et le fait que ça soit de l'animation me comble de bonheur, vous n'avez pas idée. Ça y est, j'en parle et je suis de nouveau ému. Arcane me manque déjà. Je pourrais revoir la série encore une fois, mais est-ce raisonnable? Parfois, il faut aussi prendre le temps de digérer ce qu'on a vécu. Une chose est sûre, le monde de la pop culture n'en est pas ressorti indemne de cette expérience. Et le monde de l'animation doit se tenir prêt pour l'avenir qui semble radieux quand on voit certaines œuvres sorties récemment. Ce médium a obtenu le respect qu'il méritait à travers Arcane. Nous continuerons de soutenir encore et encore le secteur de l'animation et nous n'oublierons jamais la contribution sincère et passionnée que l'œuvre nous a apportée. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je peux vous dire sans aucune hésitation qu'il s'agit là de la vidéo la plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma carrière de jeune vidéaste. En attendant, si vous ne voulez rien rater à mes futures sorties, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. J'espère de tout mon cœur atteindre la barre symbolique des 50 000, c'est vraiment important pour moi. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Enfin, pour ceux qui veulent, vous pouvez me soutenir via un petit don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Et le gros bouton merci à droite du like vous permettant de faire un don via l'espace commentaire. Merci à tous ceux qui le feront. C'est pas mal compliqué en ce moment avec mes dernières vidéos qui se sont fait démonétiser pour cause de droits d'auteur et l'absence de partenariat rémunéré en ce moment. En attendant, chers amis, je vous laisse. Si vous n'avez jamais regardé Arcane, bon déjà qu'est-ce que vous foutez ici? Allez voir ce chef-d'œuvre. Et pour les autres, continuez de donner de la force à ces œuvres d'animation qui ne font qu'apporter du bon à ce monde. Continuez de regarder de l'animation. Faites-en votre propre phénomène que vous chérissez et partagez, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.